Donc, dans ma dernière vidéo, j'expliquais pourquoi, selon moi, il allait y avoir une forte baisse des prix sur le marché immobilier. J'expliquais surtout que ce qui était déterminant, c'était l'issue d'un match entre les banques centrales et les fondamentaux. Les banques centrales ayant tendance à faire augmenter le prix de tous les actifs, mais un petit peu moins l'immobilier, hein, par dévaluation tout simplement. Et les fondamentaux qui, dans le cas du marché immobilier, sont catastrophiques. Donc je me suis attiré les foudres des youtubeurs, vendeurs de formations en immobilier, hein, ceux qui vous disent tu veux gagner 40 000 balles par mois en foutant rien, regarde cette vidéo, voilà. Évidemment c'est leur gagne-pain. Et des autres conseillers en investissement qui font des bénéfices plus importants sur l'immobilier que sur le reste. Mais bon bah c'est pas grave, hein, j'en ai un petit peu rien à foutre parce que moi j'ai rien à vendre. Donc quand ils auront une bonne idée, j'oublierai pas de le mentionner parce que je suis bon joueur, mais bon je donne mon avis. Alors, sur ce qui est de l'actualité des fondamentaux, je voulais faire un point sur l'immobilier hôtelier, qui est très lié à l'immobilier résidentiel. Alors évidemment, avec le deuxième confinement, on a une conjoncture qui n'est pas très bonne. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner dans le cadre des stations de ski qui sont fermées pour toute une saison. Est-ce que ça va faire vraiment baisser les prix? Je n'en ai aucune idée. Mais je voulais surtout parler de Paris et des grandes villes de séminaires type Nice, Cannes. Alors, on avait de plus en plus de tourisme international ces dernières années qui profitait donc forcément à l'immobilier hôtelier, mais paradoxalement, on avait une baisse du prix de la nuitée sur Paris, donc qui allait à l'envers de l'inflation. Alors pourquoi? Il y a plusieurs raisons. On avait une réduction quand même du tourisme international, en particulier chez les gens fortunés, parce qu'on a eu des attentats à répétition, on a eu la crise des gilets jaunes, on a eu l'affaire Kim Kardashian qui s'était fait piquer son bijou, donc qui a rajouté un peu un climat d'insécurité sur le tourisme en France. Et puis surtout, on avait l'arrivée de Airbnb sur le marché qui avait rajouté énormément d'offres locatives entre particuliers. Alors, au passage, Airbnb va faire son entrée en bourse. Je vous ai mis un lien vers une vidéo d'un conseiller en investissement, donc du coup avec qui je ne suis pas d'accord, mais qui du coup dans ce cas-là a fait une bonne vidéo sur l'introduction en bourse d'Airbnb. Moi je pense que c'est une bonne affaire, mais à vous de choisir. Et puis sur ce même site Zone Bourse, on entend par ailleurs que donc l'offre de location longue durée aurait considérablement augmenté en France. Donc ça on le savait déjà, mais il donne un chiffre qui est de 600 000 bailleurs en plus cette année. On serait passé de 640 000, de 6,4 millions de bailleurs à 7 millions de bailleurs cette année. Pourquoi? Parce que justement, bah, la location courte durée en Airbnb s'est effondrée et donc les gens se sont rabattus sur la location longue durée. Donc je ne sais pas si ce chiffre est exact. Ce qui est sûr, c'est qu'on a plus d'offres de location. Mais je ne sais pas d'où il sort ce chiffre. Si il est vrai, ça fait une sacrée bouffée d'air pour l'hôtellerie à moyen terme, puisque l'hôtellerie c'est 2,7 millions de chambres en France. Donc voilà, vous voyez que ça fait quand même un effet considérable. Enfin, ceci dit, le mec vous dit ça comme ça, il y a quand même une conséquence qui va être par contre dramatique sur l'immobilier, sur l'investissement locatif, c'est que forcément bah, ça va faire baisser le prix des loyers. On avait déjà énormément de facteurs qui menaient à une baisse du prix des loyers. Vous rajoutez 600 000 biens, pas répartis équitablement sur toute la France, hein, en particulier dans les zones touristiques, c'est-à-dire Paris, bah, toutes les côtes. Forcément, dans ces zones-là, il n'y a plus de tension, même s'il y avait une tension locative très forte, bah, vous faites péter toute la tension locative. Donc je ne sais pas si le chiffre est vrai. S'il est à ce point énorme, vous pouvez vous attendre à une forte baisse des loyers, surtout que les gens n'ont plus de pognon pour payer des loyers exorbitants. Donc, qui dit baisse des loyers dit forcément faillite d'investisseurs locatifs et donc des biens en masse sur le marché de la vente. En ce qui concerne l'hôtellerie, par contre, donc comme je le disais, grosse bouffée d'air à moyen terme, sauf que forcément, alors même si le tourisme international repart à la hausse, les locataires, on ne peut pas les virer hein, pour refaire du Airbnb. Mais à long terme, bah, tous les locataires qui vont partir vont être remplacés par du Airbnb, et donc finalement, la bouffée d'oxygène sur l'hôtellerie risque de ne pas être éternelle. Mais bon, elle est quand même à noter. Alors, à quand justement
une reprise du tourisme international, c'est difficile évidemment à estimer. On a quand même un indicateur de l'espoir de cette reprise qui est la valeur en bourse des valeurs hôtelières, donc catastrophe. Mais je voulais vous en montrer une encore plus précise à mon avis sur le tourisme international, c'est l'action Europcar. Pourquoi? Parce que Europcar, le gros de leur activité, c'est de louer des véhicules à la sortie des aéroports. Donc je vous laisse constater ce que vous pouvez en penser, même après le vaccin qui a apporté une petite bonne nouvelle. Voilà, l'action Europcar, on peut quand même dire qu'elle est dégueulasse. Heureusement que ça n'a pas de conséquences, ça c'est sur le marché secondaire, ça n'a pas de conséquences sur l'activité de l'entreprise, parce que sinon elle aurait fait faillite. Alors un point sur le tourisme d'affaires. Donc Paris est une très grosse ville du tourisme d'affaires. C'est difficile de faire un classement. Des fois on entend première ville, troisième ville ou cinquième ville, on ne sait pas trop. Mais en gros, ça fait partie des très grosses villes du tourisme d'affaires international avec New York, Londres et Singapour. C'est 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel, en sachant que le tourisme d'affaires en France, c'est 32 milliards d'euros. Et les autres villes qui sont très importantes, c'est Lyon, Nice, Cannes et Toulouse. Et bien là, on a une grosse inquiétude, c'est le télétravail, toujours. Alors, on avait expliqué que le télétravail allait un petit peu plomber l'immobilier de bureau. Il faut savoir que les hôtels, eh ben, ils vendent des prestations de locaux pour le tourisme d'affaires bien souvent. Et c'est quand même une grosse partie de leurs revenus. Donc forcément, avec la crise, les entreprises vont avoir tendance à faire des réductions de coûts et donc à taper un petit peu dans ces déplacements-là. Et puis surtout, euh, c'est plus à la mode. Pour l'environnement, maintenant, c'est cool de faire de temps en temps une téléconférence. Donc typiquement, le commercial qui faisait un déplacement 3 fois par semaine, et bien peut-être qu'il en fera plus que 1 par semaine ou 2 par semaine. Et donc ça va fortement affecter l'immobilier hôtelier. En sachant que le tourisme d'affaires à Paris, c'est 40% du tourisme au global. Et surtout, c'est un tourisme qui est régulier, qui n'est pas dépendant de la période de l'année. Et donc qui permet aux hôtels de faire d'un chiffre d'affaires à peu près stable toute l'année. Justement, en regardant un petit peu le chiffre d'affaires des gros groupes hôteliers, je voulais faire un point sur Louvre-Hôtel. Alors Louvre-Hôtel, c'est un groupe qui comprend pas mal de marques, donc Kyriade, Campanile, Golden Tulip et Première Classe, donc un gros groupe en France. Donc qui fait quand même des bénéfices en hausse, en dents de scie, mais en hausse, et qui, curieusement, j'ai été assez étonné, n'a pas de dette, donc une valeur qui pourra potentiellement pas mal redémarrer après la crise du Covid. En revanche, on a Accor. Alors Accor, c'est quoi? C'est Novotel, Mercure, Ibis, Adagio et puis d'autres marques. Accor qui a enregistré des pertes un an sur deux sur les 4 dernières années avant le Covid. Accor qui a une dette abyssale. Pour vous donner un ordre d'idée de ce que vaut la dette d'Accor, elle est notée par Standard Poor's avec la même note que le Portugal. Donc en gros, pire que Accor, il y a la note de la Grèce. Un peu mieux, il y a la note de l'Espagne ou de l'Italie. Sauf que le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ce sont des États. Là, on parle d'une société. Donc c'est quand même pas rassurant. Surtout qu'elle fait pas de bénéfices, et puis alors en 2019, elle a morflé. Alors, vous allez me dire, Accor, c'est trop gros pour couler. Probablement, mais quand même, on a une restructuration de la dette au mois d'octobre d'Accor. En gros, ça veut dire que Accor a été saisi par ses créanciers, par ses banques. Alors, j'ai aucune idée de ce que ça peut donner, puisqu'il y a un maintien de l'activité sur finalement l'activité réelle de la société, quelles sont les conséquences pour l'économie. Si on a un économiste qui peut m'éclairer là-dessus, je veux bien savoir. D'autant qu'on a, pareil, Europcar qui restructure sa dette. En ce moment, c'est la mode de convertir la dette en actions en masse, ce qui veut dire que les banques sont en train de racheter à bas prix pas mal de sociétés. Alors, et puis, en ce qui concerne les banques centrales maintenant, pour voir la deuxième partie du match. Alors, on a une capitalisation boursière mondiale qui est au plus haut jamais atteint. Le Dow Jones a dépassé au mois de novembre les 30 000 points pour la première fois de son histoire. Pareil, le S&P 500 qui est en forte augmentation. Le Nasdaq, j'avais dit que c'était une valeur refuge pendant le Covid. Alors, même avec le vaccin,
toutes les valeurs, les GAFAM, on voit que dès l'annonce du vaccin, effectivement, elles ont fortement baissé, mais elles sont reparties à la hausse le lendemain. Et puis on a le CAC 40 qui est à la traîne, mais qui a quand même repris quelques couleurs. Alors il y a deux théories chez les traders. Soit il y a des gens qui considèrent que les vieilles valeurs industrielles d'Asie et d'Europe vont finir par être considérées comme étant sous-évaluées et elles vont surperformer à l'avenir. Soit il y a d'autres traders qui pensent que les bulles de la tech ne vont jamais s'arrêter de grossir. Et c'est vrai que pour le moment, on est acheteur sur pas mal de valeurs. On a Apple récemment, là, dont la capitalisation boursière a dépassé la valeur de toutes les sociétés du CAC 40 réunies. Donc c'est quand même pas rien. Tout le monde sait que c'est une bulle. Apple, ça a beau être une super société, ça vaut pas tout ça. Et alors, un petit point quand même sur les investisseurs européens sur ces valeurs américaines donc, qui sont en augmentation alors que l'Europe qui est un petit peu à la traîne, c'est qu'ils ne peuvent pas rapatrier leurs bénéfices puisqu'ils ont investi en dollars. Or, le dollar a fortement baissé par rapport à l'euro. Alors, il y a des chances qu'ils continuent à baisser, mais en tout cas, s'ils veulent rapatrier leurs bénéfices maintenant, il y a une perte. Et donc, il est probable que quand même leur investissement reste sur le marché américain pendant un certain temps. Ce qui est évidemment pas bon pour l'immobilier. On note une grosse inquiétude sur le marché du Bitcoin, qui graphiquement, on se demande s'il ne va pas y avoir une forte chute. Il pourrait redescendre à 14 000 $. Donc on est obligé de le citer. Après, c'est très difficile d'anticiper évidemment le prix du Bitcoin. Et puis l'or qui est encore en baisse, qui devrait le rester pendant un certain temps, mais forcément repartir à la hausse, a priori, d'ici le mois de janvier, maximum. Un point sur les valeurs immobilières cotées en bourse. Alors, parce que j'ai entendu justement parmi les conseillers en investissement, des gens qui disaient oui, mais maintenant qu'il y a l'annonce du vaccin, toutes ces valeurs elles repartent à la hausse. Alors certes, elles ont repris des couleurs comme toutes les valeurs qui ne sont pas considérées comme des valeurs refuges. J'avais expliqué déjà que l'immobilier n'est pas une valeur refuge. Donc dès qu'il y a eu l'annonce du vaccin, bonne nouvelle, ces valeurs-là ont repris un petit peu de couleur. Mais bon, ça se stabilise, et puis ça repart plus ou moins à la baisse là maintenant, ou en tout cas ça se stabilise, mais surtout ça n'a pas repris ses valeurs d'avant-crise. Alors, voilà, on me dit Unibail, je vous laisse regarder Unibail qui est la plus grosse foncière cotée en Europe, catastrophe. Covivio, je vous ai mis Covivio pour changer un petit peu, qui est justement et un petit peu plus spécialisé en hôtellerie, donc pareil, catastrophe. Et puis Gessina dans l'immobilier résidentiel, qui est catastrophique aussi. Donc ça, c'est aussi un élément inquiétant à propos de l'intervention prétendue des institutionnels sur le marché immobilier. A priori, les banques centrales sont bien en train d'aider le marché action et les institutionnels, etc. Mais est-ce qu'elles veulent vraiment aider le marché immobilier? Eh bien, a priori, non. En tout cas, dans les premiers éléments qu'on a, les premiers éléments de preuve qu'on a pour le moment. Alors, en conclusion, on peut dire que effectivement, l'intervention des banques centrales, elle est vraiment impressionnante. Je ne peux pas vous dire qu'on n'est pas en évaluation. Oui, ça peut jouer sur un effet hausse des prix. Moi, je pense que ça ne va pas compenser les fondamentaux, parce que le marché immobilier, il est quand même lié aux fondamentaux, et que c'est pas lui qui profite finalement de cette bulle d'actifs dans l'immédiat. D'autant que les investisseurs en immobilier, c'est les classes moyennes et aisées, c'est pas les plus riches, et les payeurs, ce sont les gens qui paient les loyers. Or, on ne peut pas tondre un œuf, et surtout si on a une offre locative qui augmente fortement. Un dernier point sur la décorrélation entre le marché action et les fondamentaux. Donc, on l'a compris, les gens qui ont investi sur le marché action ont gagné beaucoup d'argent en plus-value, en tout cas cette année. Mais, paradoxalement, les dividendes ont fortement baissé. Là, on a 2 tiers des entreprises du CAC 40 qui vont annuler ou réduire leurs dividendes sur l'année 2020. Or, le dividende, il est vraiment représentatif de quelle a été l'activité réelle de l'entreprise. Donc voilà, on peut dire que le capital est sursubventionné, les riches sont au RSA, et il y a une totale décorrélation avec les fondamentaux. Donc jusqu'à quand ça va durer, ça j'en sais rien, mais pour le marché immobilier, a priori, c'est déjà terminé.